La banque a dit que je devais 500 000 $. Mais je n'ai jamais rien signé. Ma famille a utilisé mon nom pour acheter la maison de ma sœur. Ce que j'ai fait ensuite a rendu leur visage pâle. Je m'appelle Naomi Carter. J'ai 29 ans. Tout a commencé par une lettre. Elle est arrivée un mardi, glissée entre un coupon pour une pizza et une offre de carte de crédit. L'enveloppe était épaisse et officielle, portant le nom de Liberty National Bank. J'ai failli la jeter, supposant que c'était du courrier indésirable, mais un froid sentiment de malaise m'a arrêté. J'ai glissé mon doigt sous le rabat. J'ai déplié la lettre, et le jargon juridique danse à nager devant mes yeux jusqu'à ce qu'ils accrochent une série de chiffres qui m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Solde hypothécaire en souffrance, 5 123 047 $. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Ce devait être une erreur, une énorme et terrifiante erreur administrative. Je n'avais jamais acheté de maison. Je louais. Puis mon regard a dérivé vers le bas de la page et a trouvé l'adresse de la propriété. Ce n'était pas la mienne. C'était une maison de 4 chambres en banlieue. Celle avec le grand chêne et le porche enveloppant. La maison de ma sœur. À cet instant, la confusion a disparu, remplacée par une clarté si froide qu'elle brûlait. Chaque conversation étrange des derniers mois s'est soudainement mise en place. Ma mère demandant une copie de mon permis de conduire pour un plan d'assurance familiale. Mon père mentionnant à quel point il était fier de mon score de crédit parfait. Ils n'étaient pas juste fiers. Ils faisaient leurs courses. Je me suis effondré sur une chaise de cuisine, la lettre serrée dans mon poing. Ils pensaient que je réparais ça comme je réparais tout le reste. Ils s'attendaient à ce que j'absorbe silencieusement la dette et la trahison. C'est là que j'ai souri pour de vrai. Ils avaient commencé une histoire en utilisant mon nom, mais c'était moi qui allais en écrire la fin. Avant de vous dire comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous et laissez un commentaire pour me faire savoir d'où vous regardez. Pour comprendre comment ma famille a pu faire quelque chose d'aussi monstrueux, vous devez comprendre l'univers qu'ils ont créé. C'était un système solaire avec un seul soleil, ma sœur Lorraine. Tout le reste et tout le monde, y compris moi, n'étions que de petites planètes rocheuses prises dans son attraction gravitationnelle. Elle était la brillante, la sociale, celle avec le sourire éblouissant et le charme sans effort qui donnait aux gens l'envie de lui offrir le monde. Mes parents étaient ses adorateurs les plus dévoués. À leurs yeux, Lorraine ne pouvait rien faire de mal. Elle était l'avenir de la famille Carter, une phrase que mon père utilisait lors des fêtes. Sa poitrine se gonflait de fierté. J'étais la mécanicienne, le personnage de fond calme et constant dont le seul travail était de s'assurer que la star du spectacle puisse toujours briller. Mon rôle n'était jamais mentionné, mais il était renforcé quotidiennement par une série de petites transactions qui changeaient la vie et que l'on m'avait appris à interpréter comme de l'amour. Toute ma vie a été une série d'appels téléphoniques commençant par un ton doux et aimant qui dissimulait à peine l'exigence qu'il contenait. C'était un cours magistral de manipulation, et j'en étais l'élève la plus dévouée. Je me souviens d'un mardi après-midi spécifique quand j'avais 24 ans. J'étais à mon bureau, plongé jusqu'au cou dans un rapport logistique complexe qui devait être rendu avant la fin de la journée. Mon patron comptait dessus. J'étais concentré. Les chiffres prenaient enfin sens, et je ressentais ce déclic rare et satisfaisant de productivité. Puis mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Son ton était une performance de panique soigneusement élaborée. « Naomi, chérie, Dieu merci tu as répondu. C'est ta sœur. Sa voiture est tombée en panne sur l'autoroute encore une fois. Elle est toute seule et elle est si bouleversée. » Le script familier. J'ai fermé les yeux. Le tableur sur mon écran devenant flou. Maman, je suis au travail. J'ai une échéance majeure. Papa ne peut pas y aller. Un lourd soupir a crépité à travers le téléphone. Oh, tu sais que ton père est au milieu d'un grand projet. Et j'ai mon club de lecture. Tu es la plus proche, chérie. C'est ta sœur. S'il te plaît. Les mots non dits flottaient dans l'air. Ne sois pas difficile. Ne sois pas égoïste. C'est ce que tu fais. Alors, je l'ai fait. Je me suis excusé auprès de mon patron, j'ai emballé mes affaires sous son regard déçu, et j'ai renoncé à toute chance de partir à l'heure. Le trajet de 45 minutes jusqu'au tronçon d'autoroute où Lorraine était bloquée était rempli d'un ressentiment sourd et bouillonnant. Quand je suis arrivé,
je l'ai trouvée assise sur la glissière de sécurité, se limant les ongles, l'air plus ennuyé que désemparé. Sa voiture, une décapotable tendance que mes parents lui avaient achetée pour sa remise de diplôme universitaire, était inclinée à un angle bizarre sur l'accotement. « Tu en as mis du temps », m'a-t-elle accueilli, sans même lever les yeux. C'est littéralement en train de gâcher ma journée. Je vais être en retard pour prendre un verre avec Ashley. Il n'y avait pas de merci pour avoir quitté le travail. Pas de « je suis si contente que tu sois là ». Juste l'attente que mon temps soit une ressource à déployer à sa convenance. J'ai géré le chauffeur de la dépanneuse, un homme bourru qui regardait le numéro de détresse de Lorraine avec un scepticisme non dissimulé. J'ai payé ses frais avec ma carte de crédit parce que, bien sûr, le portefeuille de Lorraine était dans son autre sac à main. Alors que nous étions assises dans le silence tendu de ma berline pratique et payée sur le chemin de son appartement, elle s'est plainte de sa journée stressante. J'ai juste serré le volant, mon propre stress, mon échéance manquée, la désapprobation de mon patron, une note de bas de page sans importance dans le grand drame de sa vie. Ce schéma s'est répété dans des variations infinies. 1 an plus tard, c'était l'assurance automobile. J'ai reçu un appel frénétique de Lorraine un samedi soir. Sa voix était aiguë avec une vraie panique cette fois. Elle avait eu un petit accrochage. Et quand elle est allée échanger les informations, elle a découvert que son assurance avait expiré 2 mois auparavant. Ils vont me donner une contravention, Naomi. Ça va aller sur mon dossier. Maman et papa vont me tuer, gémissait-elle. J'ai passé l'heure suivante sur mon ordinateur portable à naviguer sur un site d'assurance maladroit. J'ai trouvé leur police. Le solde en souffrance était de près de 400 $. De l'argent que j'avais mis de côté pour un nouveau jeu de pneus. Seigneur, je ne peux pas me permettre ça maintenant, lui ai-je dit, ma voix tendue. S'il te plaît, Naomi, s'il te plaît. Je te rembourserai. Je le jure. Je ne peux juste pas demander à maman et papa encore une fois. Ils vont m'enlever la voiture. C'était la même promesse qu'elle faisait toujours. Une promesse qui s'évaporait au moment où la crise était terminée. Je savais que je ne verrais jamais l'argent. Mais l'alternative, les disputes hurlantes, le drame familial, l'inévitable appel culpabilisant de ma mère sur la façon dont j'aurais dû simplement aider ma sœur, était pire. Alors, j'ai tapé mon numéro de carte de débit et cliqué sur soumettre. L'email de confirmation ressemblait à un reçu pour ma propre soumission. Le texto que j'ai reçu d'elle 10 minutes plus tard était une simple suite d'émojis. Un cœur, des mains en prière, un visage souriant. Mes 400 $, mes nouveaux pneus, ma prudence financière valaient 3 minuscules images numériques. Ils appelaient ça de l'amour. Cette affection conditionnelle dangereuse qui n'était donnée qu'en échange de mon utilité. Leur louange était une monnaie utilisée pour acheter ma conformité. Tu es si responsable, Naomi, disait ma mère avec un sourire chaleureux. Nous ne savons pas ce que nous ferions sans toi. C'était censé être un compliment, mais cela ressemblait toujours à une description de poste. Cette dynamique, cette hiérarchie familiale tacite, est devenue douloureusement claire alors que nous approchions de la trentaine. La vie de Lorraine était une série de passe-temps coûteux et abandonnés, tous financés par mes parents. Elle a été photographe, puis créatrice de bijoux, puis instructrice de yoga. Chaque nouvelle passion était célébrée, son manque de persévérance présenté comme un charmant tempérament artistique. Ma vie était l'opposé. C'était une ligne droite de logique et de responsabilité. J'ai obtenu un diplôme en gestion logistique, un domaine que mon père qualifiait d'ennuyeux mais stable. J'ai obtenu un bon emploi, payé mes factures à temps, et lentement, minutieusement, j'ai commencé à construire un compte d'épargne. Mon rêve était calme et simple, mais c'était le mien. Un petit condo, un espace qui n'appartenait qu'à moi. Le moment de clarification finale est arrivé quelques mois avant la lettre de la banque. Nous étions à notre dîner dominical obligatoire. Lorraine, rayonnante d'importance personnelle, a fait sa grande annonce. Maman, papa, j'achète une maison. La réaction a été instantanée et explosive. Mon père a bondi sur ses pieds, le visage rayonnant. C'est notre fille, la propriétaire. Ma mère pleurait déjà. Oh, Lorraine, une vraie maison. Y a-t-il une chambre pour une crèche? Ils ont passé le reste du repas à faire défiler des photos sur son téléphone, s'extasiant sur les comptoirs en granit et le dressing. Personne n'a posé la question évidente. Comment pouvait-elle,
avec son revenu sporadique d'un emploi à temps partiel, se permettre une maison sur le marché en plein essor d'Austin? La question n'était pas pertinente. Son rêve se manifestait, et dans la famille Carter, c'était tout ce qui comptait. Quelques semaines plus tard, enhardi par mes propres progrès, j'ai décidé de partager ma nouvelle. J'ai enfin atteint mon objectif d'épargne, ai-je annoncé, ma voix un peu instable. J'ai assez pour un acompte sur un petit condo près du travail. Le bavardage enthousiaste est mort instantanément. Mon père a posé sa fourchette et m'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes, son expression illisible. Le sourire de ma mère est devenu une ligne mince et serrée. « Oh, chérie », a-t-elle dit, et je me suis préparé à la douce déception qui précédait toujours une leçon de morale. « C'est pratique, mais es-tu sûr que c'est le bon moment pour ne penser qu'à toi ?» La question était si absurde que j'ai failli rire. « Qu'est-ce que tu veux dire par ne penser qu'à moi ?» Eh bien, a-t-elle continué, pliant soigneusement sa serviette sur ses genoux. Ta sœur va avoir tellement de nouvelles dépenses. Une maison est une énorme responsabilité. Elle aura besoin d'aide. La famille doit être une priorité. Être égoïste ne te va tout simplement pas, Naomi. Égoïste. Le mot flottait dans l'air, épais et étouffant. Mes années d'épargne disciplinée, de travail supplémentaire, de sacrifice de petits plaisirs pour construire un avenir pour moi-même, c'était égoïste. Mais Lorraine, plongeant tête la première dans une obligation financière massive qu'elle ne pouvait pas gérer seule, était une héroïne. J'ai regardé du visage désapprobateur de ma mère à l'approbation silencieuse de mon père, et le dernier morceau de mon déni s'est effondré. Il ne voyait pas deux filles. Il voyait un atout et un passif, une star et un accessoiriste. Et un accessoiriste n'a pas son propre projecteur. Son seul travail est de s'assurer que la lumière de la star ne faiblit jamais, jamais. La trahison n'a pas commencé avec une signature falsifiée sur un document hypothécaire. Elle a commencé il y a des décennies dans un contrat silencieux et tacite qui stipulait que ma vie serait toujours secondaire à la sienne. Je n'avais juste pas été assez courageuse pour lire les petits caractères. La vérité, quand elle s'est enfin révélée, n'a pas été une seule révélation choquante, mais une série de faits froids et durs étalés sur papier. Après que l'engourdissement initial de la lettre se soit dissipé, une énergie frénétique a pris le dessus. J'ai passé les 2 jours suivants au téléphone, naviguant dans le labyrinthe bureaucratique de la Liberty National Bank. C'était un genre d'enfer spécial, un voyage circulaire à travers des menus automatisés et des représentants du service client indifférent. J'ai été transféré de département en département, mis en attente pendant ce qui a semblé être des heures, écoutant une version minuscule et distordue d'une chanson classique qui sera désormais à jamais liée dans mon esprit au désespoir total. Chaque personne à qui j'ai parlé m'a traité avec une suspicion à peine voilée, comme si c'était moi qui essayais de monter une arnaque. Ma voix est devenue rauque à force de répéter la même phrase encore et encore. Je m'appelle Naomi Carter, et je n'ai jamais ouvert de prêt hypothécaire auprès de votre banque. Enfin, après avoir menacé de les signaler à une agence de régulation, j'ai été transféré au département des fraudes. Une directrice à la voix fatiguée nommée Madame Albright, sa voix dénuée de toute émotion, a écouté mon histoire avec un soupir. Il était clair qu'elle avait déjà tout entendu. Je vais vous envoyer par email la demande de prêt complète et les documents de clôture signés pour vos dossiers, a-t-elle dit, son ton suggérant que c'était une partie fastidieuse mais nécessaire de son travail. Quand l'email est arrivé, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine cliquer sur la souris pour ouvrir la pièce jointe. Un document PDF de plusieurs pages est apparu sur mon écran et une vague de nausée m'a envahi. C'était toute ma vie financière, volée et reconditionnée pour leur commodité. Mon nom complet, Naomi Catherine Carter. Mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, mon historique d'emploi à l'entreprise de logistique, mon salaire exact, mes actifs, tout était correct. Ils avaient pris la fondation même de la stabilité que j'avais travaillé si dur pour construire, brique par brique douloureuse, et l'avaient utilisée pour construire leur château de mensonges. La violation était si intime, si profonde, que j'avais l'impression qu'ils avaient écorché ma peau et pris mes os. Puis j'ai fait défiler jusqu'à la page de signature et elle était là. Mon nom signé d'une écriture fluide et confiante. C'était une excellente copie, presque parfaite. Lorraine avait toujours été douée en articles. Ses dessins étaient loués et encadrés tandis que mes bonshommes allumettes étaient poliment ignorés. Elle avait un talent pour l'imitation. Mais ils avaient commis une erreur cruciale et accablante, un petit détail arrogant qu'ils avaient négligé. Je suis gauchère.
Ma signature a toujours eu une inclinaison subtile vers l'arrière, le résultat naturel de pousser un stylo sur une page plutôt que de le tirer. C'est une petite particularité, quelque chose que seule une personne m'ayant regardé signer mon nom 1000 fois saurait. La signature sur ce document était parfaitement droite avec l'élan confiant d'un droitier de ma sœur. C'était une contrefaçon parfaite, mais elle avait été forgée avec la mauvaise main. Mes yeux se sont portés sur la date imprimée à côté de la ligne de signature. 26 octobre, 2 semaines après mon 27e anniversaire. Mon sang s'est glacé alors que le souvenir de cette nuit revenait avec une clarté écœurante. Ma mère et Lorraine avaient insisté pour m'emmener dîner pour un anniversaire chic dans un restaurant que je ne pouvais pas me permettre. C'était très inhabituel. Mon anniversaire était généralement une réflexion après coup marquée par un appel téléphonique rapide ou une carte en retard. Mais ce soir-là, elles avaient été un tourbillon d'affection, attentive et festive. Lorraine portait une nouvelle robe et ma mère était tout sourire, disant au serveur que c'était le jour spécial de sa merveilleuse fille responsable. Je me suis souvenu de ma mère levant son verre de vin, le cristal tintant. Un toast à Naomi, avait-elle annoncé, sa voix assez forte pour que les tables voisines entendent, à une année de nouveaux départs et de merveilleuses surprises. Lorraine m'avait serré dans ses bras alors, sa joue chaude contre la mienne, l'odeur de son parfum coûteux m'enveloppant. Joyeux anniversaire, grande sœur, avait-elle chuchoté. J'espère que cette année t'apportera tout ce que tu mérites. Je m'étais senti si aimé ce soir-là, si vu. Je m'étais permis de croire pendant un instant fugace que notre relation fracturée guérissait, qu'elle commençait enfin à me valoriser en tant que personne, pas juste comme une fonction. En fixant la date sur le document falsifié, j'ai réalisé que toute la soirée avait été une grotesque pièce de théâtre. Le « nouveau départ » auquel elle toastait n'était pas le mien. C'était le leur. La merveilleuse surprise était une hypothèque d'un demi-million qu'elles étaient sur le point de garantir en mon nom. Elles avaient utilisé mon anniversaire, une célébration de ma vie, comme un alibi pratique et une couverture cruelle et ironique pour leur crime. Je n'étais pas célébré. J'étais financièrement exécuté, et c'était elle qui servait le dernier repas. J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts tâtonnant sur l'écran alors que je composais le numéro de ma mère. Mon cœur martelait contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'avais besoin de l'entendre le nier. J'avais besoin qu'une partie de cela soit un terrible malentendu. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix brillante et joyeuse. Naomi. Salut, chérie. Je pensais justement à toi. Comment vas-tu? La chaleur décontractée dans sa voix était comme un jet d'essence sur le feu dans mon ventre. J'ai gardé ma propre voix dangereusement calme. Égal. Maman, j'ai reçu une lettre aujourd'hui de la Liberty National Bank. Une pause. Ce n'était pas une pause de confusion. C'était la pause de quelqu'un pris sur le fait, son esprit s'emballant pour formuler le bon mensonge. Oh, a-t-elle dit, sa voix instantanément sur la défensive, perdant son entrain ensoleillé. À propos de quoi? C'était un avis de délinquance, ai-je dit. Les mots avaient un goût de poison dans ma bouche. Pour une hypothèque sur la maison de Lorraine. Une hypothèque d'un demi-million de dollars à mon nom. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré pendant un long et lourd moment. Je pouvais entendre le faible son de la télévision en arrière-plan de sa parfaite maison de banlieue. Quand elle a finalement parlé, tout semblant de chaleur avait disparu. Sa voix était plate, pragmatique, comme si elle expliquait une simple transaction commerciale. Naomi, c'était la seule façon, a-t-elle dit. Tu es la stable. Lorraine avait besoin d'aide pour se qualifier pour le prêt. Son crédit n'est pas aussi bon que le tien. C'est juste de la paperasse. J'ai failli m'étouffer. Un rire hystérique a bouillonné dans ma poitrine, mais il est sorti comme un murmure étranglé. De la paperasse. Maman, c'est un demi-million de dollars. C'est du grand vol. C'est un crime. Vous avez falsifié ma signature. Ne sois pas si dramatique, a-t-elle claqué, sa voix devenant tranchante et froide, la voix qu'elle utilisait quand je ne me conformais pas. La façon calme et rationnelle dont elle l'a dit est ce qui m'a vraiment brisé. Il n'y avait aucun remords, aucune culpabilité, juste un sentiment de droit effrayant et inébranlable. Elle croyait avoir le droit de faire ça. Gérer ça. Ma voix tremblait d'une rage si profonde qu'elle m'a fait peur. Vous avez détruit mon avenir. Mon crédit est ruiné. Je ne pourrai jamais acheter une maison à moi.
Vous m'avez accablé d'une dette que je ne pourrai jamais rembourser en 100 vies. Pour elle, c'est ton devoir, a-t-elle dit, sa voix dure comme la glace, délivrant le coup de grâce final. La famille est de la famille. Et puis elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, la tonalité bourdonnant dans mon oreille. Le silence était assourdissant. La vérité était enfin brutalement claire. Dans l'histoire de ma famille, je n'étais pas un personnage. J'étais un dispositif d'intrigue, un outil à utiliser pour faire avancer la vie du véritable personnage principal, ma sœur. Et quand l'outil avait servi son but, il devait être rangé sans plainte. Mon seul but, mon devoir, était d'être utilisé. Pendant les 2 semaines suivantes, mon monde s'est rétréci aux 4 murs de mon appartement. C'est devenu une grotte, une tombe, un abri contre un monde qui n'avait plus de sens. La vie à l'extérieur continuait. Je pouvais entendre les sons lointains de la circulation, les rires des enfants dans le parc de l'autre côté de la rue, mais rien de tout cela ne semblait réel. C'était comme regarder un film à travers une vitre épaisse. Ma propre vie avait été mise sur une pause indéfinie et suffocante. Je me déplaçais dans mes pièces comme un fantôme, une observatrice silencieuse dans une vie qui ne semblait plus être la mienne. Le tapis kilim vibrant de mon salon semblait fané. Le jaune joyeux des murs de ma cuisine semblait maladif. Tout avait été entaché par la trahison. Le sommeil est devenu un étranger, un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Je restais au lit pendant des heures, emmêlé dans mes draps, fixant l'obscurité oppressante de ma chambre. Mon esprit, cependant, refusait de se reposer. C'est devenu une chambre de torture de conversation en boucle, une relecture incessante des mots froids et pragmatiques de ma mère. La famille est de la famille. Ne sois pas si dramatique. C'est ton devoir. Chaque phrase était une nouvelle blessure, un murmure fantomatique dans l'appartement silencieux. Me rappelant que les personnes qui étaient censées être mon havre de sécurité étaient celles qui avaient dirigé mon navire directement sur les rochers. Elles ne voyaient pas leurs actions comme une trahison. Elles les voyaient comme leurs droits. Ma stabilité était un atout familial, une ressource communautaire, et elles l'avaient simplement liquidée pour leur bénéficiaire préféré, Lorraine. La pensée était un poids physique, appuyant sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. Je finissais par dériver dans un sommeil peu profond et agité, pour être réveillé en sursaut 1 heure plus tard par un cauchemar où je signais sans fin des documents pendant que ma famille regardait en souriant. J'ai développé une aversion physique pour mon téléphone. Il était assis sur la table basse comme un petit cygne avant-coureur noir de malheur. Chaque fois qu'il vibrait ou s'allumait, une décharge d'adrénaline me traversait. L'écran clignotait avec des appels de maman ou papa, et une terreur froide m'envahissait. Je ne pouvais pas leur parler. Qu'y avait-il à dire? Ils avaient clairement fait connaître leur position. Toute conversation ne serait qu'un nouvel assaut de culpabilité et de manipulation. Une autre tentative de normaliser l'impensable. Un après-midi, un SMS de Lorraine est apparu sur l'écran verrouillé. Et, maman a dit que tu agissais bizarrement. Tout va bien? Allons bruncher bientôt. C'est moi qui invite. L'ignorance pure et époustouflante de cela m'a donné mal au ventre. C'était la cruauté décontractée, le manque total de conscience qui était si dévastateur. Elle vivait dans un monument d'un demi-million à ma ruine, une maison achetée avec mon avenir volé, et elle offrait de m'acheter une pile de crêpes. Le visage souriant à la fin du texto ressemblait à un dernier coup de couteau cruel. J'ai pris le téléphone, mon pouce planant sur le clavier. Je voulais répondre pour déclencher un raz-de-marée de rage et de douleur. Tu as détruit ma vie. Tu as forgé mon nom. Tu es une voleuse. Mais je ne pouvais pas. Les mots ne venaient pas. C'était comme essayer de crier dans le vide. À quoi bon expliquer la blessure à la personne tenant le couteau? Elle ne comprendrait pas. Elle pleurerait juste et ma mère m'appellerait et je finirais d'une manière ou d'une autre par être la méchante pour avoir contrarié ma sœur. C'était le script familial et j'étais fatigué de jouer mon rôle. J'ai éteint le téléphone et je l'ai jeté sur le canapé où il est resté sombre et silencieux. L'isolement était une présence physique, un lourd manteau que je ne pouvais pas enlever. J'avais des amis merveilleux, des gens que je connaissais depuis des années, mais l'idée de leur dire était insupportable. Comment commencez vous-même à expliquer que votre propre mère et votre sœur ont orchestré une fraude financière massive contre vous? Cela semblait sortir d'un film mélodramatique, trop bizarre pour être réel. Une partie de moi avait profondément honte,
comme si leur crime était le reflet de mon propre échec. J'avais échoué à les voir pour ce qu'elles étaient vraiment. J'avais échoué à me protéger, alors je n'ai rien dit. J'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade, prétendant que j'avais une terrible grippe qui ne voulait tout simplement pas partir. Mon patron, qui avait toujours apprécié ma fiabilité, commençait à paraître inquiet, puis agacé. Mon appartement est devenu mon monde. Le soleil se levait, et je regardais la lumière ramper sur mon sol. Le soleil se couchait et je regardais les ombres s'allonger et s'assombrir. Je vivais de craquelins salés et d'eau du robinet parce que le simple acte de préparer un repas, couper des légumes, faire bouillir de l'eau, semblait être une tâche insurmontable nécessitant une énergie que je ne possédais pas. Le silence était absolu, rompu seulement par le bourdonnement du réfrigérateur et le monologue en boucle frénétique dans ma propre tête. Dans ce silence, j'ai commencé à passer au crible les débris de mes souvenirs, réexaminant toute ma vie à travers cette nouvelle lentille dure. Chaque fois que j'avais payé les factures de Lorraine, chaque fois que j'avais tout laissé tomber pour la sauver d'une crise qu'elle avait elle-même créée, chaque fois que mes parents m'avaient félicité pour être responsable, ce n'était pas de l'amour. C'était de l'entraînement. C'était du conditionnement. Ils me programmaient année après année pour accepter mon rôle d'adulte désigné de la famille, leur filet de sécurité perpétuel. Ils n'élevaient pas une fille. Ils cultivaient une ressource. La réalisation était une horreur lente et rampante qui s'installait profondément dans mes os. On ne s'excuse pas auprès d'une ressource. On ne considère pas ses sentiments. On l'utilise juste jusqu'à ce qu'elle soit tarie. Un soir, je me tenais à la fenêtre de mon salon regardant la rue en contrebas. Un père apprenait à sa petite fille à faire du vélo. Elle a vacillé, son visage un masque de concentration intense, et puis elle est tombée, son vélo claquant sur le trottoir. Avant même qu'elle ne puisse crier, il était là, la ramassant, ses grandes mains douces sur son petit cadre. Il a brossé la saleté de son genou, embrassé son front et chuchoté quelque chose qui l'a fait glousser à travers ses larmes. Il l'a remise sur la selle, lui a donné une main stabilisatrice et l'a laissé essayer à nouveau. C'était un acte d'amour parental et de protection si simple et banal, et cela m'a brisé. Un sanglot m'a traversé, un son brut et déchiqueté qui venait de la partie la plus profonde de mon âme. C'était un son de chagrin pur et non tempéré pour un amour que je n'avais jamais connu. J'ai glissé le long du mur et me suis recroquevillé en boule sur le sol, enroulant mes bras autour de mes genoux comme pour me tenir ensemble. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la petite fille que j'avais été, qui avait passé sa vie à performer, à s'efforcer et à se contorsionner pour gagner un amour qui n'était jamais vraiment là. J'ai pleuré pour la femme qui avait été assez folle pour croire que le devoir et le sacrifice étaient la même chose que l'amour. Et j'ai pleuré pour la personne que j'étais maintenant, complètement et totalement seule, un fantôme dans sa propre vie, hanté par les personnes qui étaient censées l'aimer le plus. Ce n'était pas une seule explosion dramatique qui a marqué mon point de rupture. Il n'y a pas eu de confrontation culminante trempée de larmes. Il n'y a pas eu de moment de fureur vertueuse où j'ai fracassé une photo de famille encadrée contre le mur. C'est arrivé un mardi matin calme, exactement 15 jours après avoir reçu la lettre de la banque. Le catalyseur n'a pas été un cri, mais un murmure, le carillon numérique silencieux d'une notification de mon téléphone. C'est la nature bureaucratique banale de tout cela qui m'a finalement poussé à bout. La matinée a commencé comme toutes les autres au cours des 2 semaines précédentes. Je me suis réveillé avec un mal de tête sourd. Le résultat familier d'un sommeil tourmenté par des rêves peu profonds. Le goût rassis de l'anxiété était dans ma bouche. J'ai balancé mes jambes hors du lit et la pièce semblait inclinée, instable. Je me suis déplacé dans mon appartement silencieux comme un automate. Mes actions dénuées de pensée ou de but. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la salle de bain et j'ai vu une étrangère, une femme pâle avec des cernes sous les yeux qui ressemblaient à des ecchymoses. Je suis allé à la cuisine, j'ai rempli un verre d'eau et j'ai regardé par la fenêtre la même vue immuable. Une autre journée s'étendait devant moi, une vaste étendue de temps vide que je ne savais pas comment remplir. J'étais dans un schéma d'attente, une victime paralysée par l'ampleur pure de la trahison, attendant je ne savais quoi. Puis mon téléphone, que j'avais rallumé à contre-cœur pour vérifier les emails professionnels, a vibré sur le comptoir de la cuisine. C'était une alerte push de mon application bancaire. Pendant un moment, j'ai envisagé de l'ignorer. C'était probablement juste un avertissement de solde bas, un autre rappel de la façon dont ma stabilité financière soigneusement construite s'effondrait pendant que j'étais trop engourdi pour fonctionner.
Mais une curiosité morbide m'a fait le ramasser. J'ai déverrouillé l'écran et mes yeux ont scanné les mots. Mon sang, qui semblait lent et lourd dans mes veines, s'est transformé en glace. Retrait automatique traité. $3 800 à Liberty National Bank. $3 800 partis juste comme ça. Ce n'était pas seulement qu'elles avaient utilisé mon nom et mon crédit pour obtenir le prêt. Ce n'était pas seulement qu'elles avaient falsifié ma signature et m'avaient menti en face. Elles étaient aussi allées dans mes comptes bancaires personnels et avaient mis en place un plan de paiement automatique. L'audace calculée pure de cela était époustouflante. C'était un niveau de violation que je n'avais même pas envisagé. Elles s'étaient arrangées pour que je saigne silencieusement mois après mois pour payer la maison de rêve de ma sœur. Elles supposaient que j'étais si déconnecté de ma propre vie, si habitué à nettoyer leurs dégâts financiers que soit je ne remarquerais pas pendant un moment, soit j'accepterais simplement cela comme un autre de mes devoirs tacites. Elles n'avaient pas seulement volé mon avenir, elles s'étaient arrangées pour que je finance personnellement le vol. J'ai commencé à rire. C'était un son horrible. Ce n'était pas un rire de joie ou d'humour. C'était un son sec, creux, cliquetant qui grattait son chemin depuis ma gorge, brut et douloureux. C'était le son d'une personne qui se brise, d'un barrage de chagrin et de rage supprimé cédant enfin. J'ai ri à haute voix dans mon appartement silencieux, le son rebondissant sur les murs de ma petite cuisine. L'absurdité était juste trop forte. Elles avaient volé mon avenir, et elles s'étaient arrangées pour que je le paie par versement mensuel. Le rire est mort aussi vite qu'il avait commencé, laissant un silence mort et résonnant dans son sillage. Mais dans ce silence, un changement profond s'est produit. Le brouillard épais de choc, de chagrin et de victimisation impuissante qui m'étouffait depuis 2 semaines a commencé à brûler. Il a été remplacé par un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une rage froide, claire et absolue. C'était un feu propre et purificateur. La victime qui pleurait par terre et dépérissait dans son appartement était partie. Quelqu'un d'autre était aux commandes maintenant. Quelqu'un qui avait fini d'être triste et était prêt à être en colère. Quelqu'un qui avait fini d'être une ressource et était prêt à être un règlement de compte. Je me suis levé de la table, mon mouvement vif et délibéré. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de traînement de pied. J'ai marché jusqu'à mon ordinateur portable sur le petit bureau dans le salon et je l'ai ouvert. Au cours des 2 dernières semaines, mon historique de recherche Internet avait été une litanie pathétique d'impuissance, comment pardonner à sa famille, signe de manipulation émotionnelle, gérer des parents narcissiques, une famille peut-elle se remettre d'une fraude financière? J'avais cherché un moyen de comprendre, de traiter, de trouver d'une manière ou d'une autre un chemin de retour vers une famille qui avait prouvé qu'elle n'existait pas. Maintenant, mes doigts bougeaient sur le clavier avec une certitude nouvelle et inconnue. J'ai méthodiquement effacé les anciennes recherches une par une. Guérison partie, pardon partie, médiation partie. C'était un rituel de nettoyage, effaçant les dernières traces de la personne qui avait été prête à négocier sa propre destruction. Je ne cherchais plus la compréhension. Je cherchais des munitions. Mes doigts ont tapé une nouvelle phrase. Les mots semblant puissants et étranges sur mon propre écran. Avocat vol d'identité Austin, Texas. Une liste de noms et de cabinets d'avocats a rempli la page. Auparavant, l'idée d'impliquer des avocats, de faire de cela une bataille juridique officielle, avait semblé être un acte de guerre terrifiant contre ma propre famille, une trahison du code tacite. Mais en fixant le nouveau trou de $3 800 dans mon compte bancaire, j'ai finalement compris. La guerre avait déjà été déclarée. Les premiers coups de feu tirés il y a longtemps à mon insu. J'étais la seule sur le champ de bataille, et j'étais désarmé. Elles avaient fait leur choix. Elles avaient choisi le confort de ma sœur plutôt que ma survie. Il était temps de faire mon propre choix. Mes yeux ont scanné la liste, passant sur les grands cabinets d'entreprise avec leur site web lisse et impersonnel. Ils semblaient mauvais. Puis mon regard s'est posé sur un cabinet local plus petit, Whitman Law. La photo sur le site web était celle d'un homme à la fin de la cinquantaine avec un visage sérieux et sans fioritures et des yeux gentils. Son nom était David Whitman et sa biographie disait qu'il se spécialisait dans la fraude financière, en particulier les cas survenant au sein des dynamiques complexes de la famille. Il connaissait ce genre spécifique de poison. La phrase m'a fait sentir pour la première fois depuis des semaines que je n'étais pas folle. C'était une chose qui arrivait à d'autres personnes, une chose que l'on pouvait combattre. Je n'étais pas leur police d'assurance. Je n'étais pas leur fonds d'urgence.
Je n'étais pas la bonne fille qui se sacrifierait tranquillement sur l'autel du bonheur de sa sœur. Cette personne était morte ce matin dans un appartement silencieux au son d'un rire creux et du carillon numérique d'une notification bancaire. J'ai pris mon téléphone. Ma main était parfaitement stable. Le tremblement avait disparu, remplacé par une colère solide et ancrée. J'ai composé le numéro sur l'écran quand une voix calme a répondu. Bureau d'avocat Whitman, comment puis-je vous aider? Ma propre voix est sortie claire et forte, une étrangère à mes propres oreilles. Bonjour, ai-je dit, et il n'y avait aucune hésitation, aucun soupçon de larmes. Je m'appelle Naomi Carter. Je dois prendre rendez-vous pour signaler un crime. Entrer dans le bureau d'avocat de David Whitman, c'était comme entrer dans un autre monde. Ce n'était pas la tour de verre et d'acier intimidante que j'avais imaginée d'après les drames juridiques à la télévision. C'était dans un bâtiment en briques modeste et plus ancien du centre-ville, le genre avec des planchers en bois qui craquent et de hautes fenêtres en verre ondulé qui laissent entrer la lumière de l'après-midi. L'air à l'intérieur sentait le vieux papier, le cuir et le café fraîchement moulu. C'était l'odeur de l'ordre, de l'histoire, des problèmes méthodiquement résolus. Après des semaines à vivre dans le silence chaotique et suffocant de mon appartement, cet espace calme et professionnel ressemblait à la première bouffée d'air pur après une longue maladie. David Whitman lui-même était exactement comme sa photo le suggérait. C'était un homme à la fin de la cinquantaine avec des cheveux grisonnants aux tempes et un regard calme et stable qui semblait tout prendre en compte sans jugement. Il n'était pas excessivement amical ou démonstratif. Il n'y avait pas de fausse sympathie dans sa poignée de main. Il m'a offert une bouteille d'eau, m'a fait signe vers une chaise en cuir usé en face de son grand bureau en chêne, et est allé droit au but. Dites-moi ce qui s'est passé, a-t-il dit, sa voix égale et directe. Alors, je l'ai fait. Pour la première fois, j'ai tout dit à haute voix à un autre être humain qui ne faisait pas partie du poison. J'ai exposé toute la laide histoire, de mon rôle de réparatrice de la famille au culte de l'enfant doré de ma sœur, Lorraine. Ma voix était tremblante au début, mais à mesure que je parlais, une force étrange a commencé à se construire. L'acte de mettre des mots sur la trahison, de la structurer en un récit cohérent, la faisait paraître moins comme un brouillard monstrueux et dévorant, et plus comme un problème qui pouvait être examiné et peut-être résolu. Je lui ai raconté le dîner d'anniversaire, le toast au nouveau départ, et enfin, je lui ai parlé de la lettre de la banque. J'ai glissé le dossier que j'avais apporté sur la table en bois poli. Il contenait tout. L'avis de délinquance, les copies de la demande de prêt et la page de signature falsifiée. Il a pris les documents, ses mouvements délibérés et efficaces. Il n'a offert aucun murmure réconfortant ou halètement choqué. Il a simplement lu, son expression illisible. Il a feuilleté les pages comme un chirurgien examinant les radiographies d'un patient, sa concentration absolue. J'ai regardé ses yeux scanneurs mon identité financière volée, mon numéro de sécurité sociale, mon historique d'emploi, mon salaire. Cela semblait profondément exposant, mais sous son regard professionnel, cela a été transformé d'une source de honte en une simple preuve irréfutable. Il a passé un long moment à regarder la demande, puis ma signature. Il a tenu la page à la lumière, ses yeux se plissant légèrement. Ce genre de fraude, le genre le plus dévastateur, commence toujours par la confiance, a-t-il dit, sa voix calme, mais portant le poids de l'expérience. Il a reposé les papiers sur le bureau et m'a regardé directement. Les victimes ne le voient jamais venir parce qu'elles ne peuvent pas imaginer que la personne qu'elles aiment est capable de faire quelque chose comme ça. Elles supposent que c'est une erreur. Elles essaient de réparer ça tranquillement. Elles essaient de pardonner. Elles sont entraînées avec le navire parce qu'elles essaient de sauver la personne qui perce activement des trous dans la coque. Ces mots ont résonné si profondément qu'ils m'ont fait mal à la poitrine. Ils décrivaient toute ma vie, toute ma réaction instinctive à cette crise. Ma première impulsion avait été de faire disparaître ça tranquillement, d'absorber les dégâts. Il a tapoté un doigt sur la page de signature. Ils vous ont décalqué, a-t-il dit, non pas comme une question, mais comme une déclaration de fait. Quelqu'un de proche. Quelqu'un qui vous a vu signer votre nom des centaines, peut-être des milliers de fois. Quelqu'un qui connaissait votre écriture assez bien pour l'imiter, mais pas assez bien pour comprendre la mécanique de la façon dont vous formez les lettres. J'ai juste hoché la tête, ma gorge trop serrée pour parler. La validation était si puissante qu'elle m'a presque amené aux larmes. Il l'a vu. Il a vu la vérité. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas dramatique. J'étais victime d'un crime calculé.
Ma sœur, ai-je finalement réussi à chuchoter. Il a hoché la tête lentement, son regard ne quittant jamais le mien. Je m'en doutais. Il s'est adossé à sa chaise, le vieux cuir craquant doucement. Il a joint ses doigts, me regardant avec une intensité qui n'était ni gentille ni méchante. C'était le regard d'un homme évaluant une situation, pesant les coups. Voici ce que vous devez comprendre, Naomi, a-t-il dit, son ton sérieux. Si nous allons de l'avant, il n'y a pas de retour en arrière. Le chemin sur lequel vous avez été toute votre vie, celui où vous absorbez les dégâts pour maintenir la paix, ce chemin se ferme pour toujours. Nous déposerons un rapport de police. Nous déposerons un affidavit de fraude auprès de la banque. Nous informerons les bureaux de crédit. Nous initierons un processus qui aura de graves conséquences qui changeront la vie de votre sœur et par extension de vos parents. Il fit une pause, laissant les mots s'imprégner. La banque essaiera de vous tenir responsable. Ils chercheront tout signe de complicité, tout indice que vous étiez au courant et avez laissé faire. Votre famille vous traitera de traître. Ils essaieront de vous culpabiliser, de vous faire honte et de vous manipuler pour abandonner cela. Ils vous diront que vous déchirez la famille. Ils utiliseront chaque outil de leur arsenal émotionnel pour vous faire sentir comme la méchante dans cette histoire. Il s'est penché légèrement en avant, son regard direct et inébranlable, me clouant sur ma chaise. Alors, je dois vous poser une question, et j'ai besoin que vous soyez absolument sûr de votre réponse. Êtes-vous prête à brûler tous les ponts? La question flottait dans l'air entre nous, crue et finale. Brûler tous les ponts? Ce n'était pas une métaphore. C'était une description littérale du choix devant moi. J'ai tout vu en un éclair. La fin des vacances ensemble, la fin des appels téléphoniques, la fin de toute prétention que nous étions une famille. Cela signifiait tourner le dos aux deux personnes qui m'avaient mis au monde et à la seule personne qui avait partagé mon enfance. C'était la perspective la plus solitaire et la plus terrifiante que je pouvais imaginer. Mais ensuite j'ai pensé à la voix froide de ma mère au téléphone. C'est ton devoir. J'ai pensé au texto décontracté de ma sœur sur le brunch envoyé alors qu'elle vivait dans une maison que mon avenir volé payait. J'ai pensé aux 3800 $ qui avaient disparu de mon compte bancaire. Un vol clinique silencieux auquel elle se sentait en droit. Ce n'étaient pas des ponts d'amour et de soutien. C'étaient des passerelles à sens unique branlantes qui ne menaient jamais que de ma vie à la leur. J'étais la seule à voyager à travers elles, portant toujours quelque chose. Argent, temps, pardon. Elles avaient déjà trempé ces ponts dans l'essence quand elles avaient choisi les désirs de ma sœur plutôt que mon droit fondamental à ma propre vie. Elles avaient allumé l'allumette quand elles avaient forgé mon nom. Elles attendaient juste que je traverse une dernière fois pour pouvoir me regarder partir en flammes avec le reste. J'ai regardé David Whitman directement dans les yeux et le dernier reste de ma peur et de mon hésitation s'est dissous, brûlé par la certitude froide et dure qui avait pris sa place. Elles les ont déjà brûlés, ai-je dit, ma voix calme mais ferme comme de l'acier. Je suis juste là pour ramasser les cendres. Un petit signe de tête presque imperceptible fut sa seule réponse. Il n'a pas souri, mais pour la première fois, j'ai vu une lueur de quelque chose dans ses yeux. Du respect, peut-être? Il a tiré un bloc-notes jaune vers lui et a pris un stylo. Toute son attitude est passée de philosophique à pratique, d'un homme posant des questions sur le coup émotionnel à un général établissant un plan de bataille. D'accord, Naomi, a-t-il dit, sa voix nette et pleine de détermination. Mettons-nous au travail. La première chose que nous allons faire est d'appeler la police. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je pouvais respirer à nouveau. Une respiration pleine et profonde qui a atteint le fond de mes poumons. Je n'étais plus seul dans cet appartement silencieux et suffocant. J'avais un allié. Et la personne qui était entrée dans ce bureau, une victime se noyant dans la dette et la trahison, n'était pas la même personne qui était sur le point de sortir. Je n'étais plus juste Naomi Carter, la bonne fille. J'étais une cliente, et j'étais prête à me battre. Les jours qui ont suivi ma rencontre avec David Whitman ont été un flou d'actions méthodiques et délibérées. Il n'y avait plus de pleurs, plus de regards fixes sur les murs. Mon chagrin et mon choc avaient été transmués en carburant pour un moteur de justice silencieux et froid. Ma vengeance n'allait pas être bruyante ou explosive. Elle allait être précise, officielle et exécutée à travers la machinerie froide et indéniable de la loi. Chaque étape semblait à la fois terrifiante et libératrice, comme si je démantelais une bombe qui avait été attachée à ma poitrine toute ma vie. La première étape était la plus difficile.
guidé par David, qui m'avait préparé sur exactement quoi dire et quels documents apporter, je suis entré dans le commissariat principal du département de police d'Austin au centre-ville. L'air à l'intérieur était stérile, sentant le désinfectant et la bureaucratie. Je me suis assise sur une chaise en plastique dure dans une salle d'attente, mon dossier de preuves serré sur mes genoux comme un bouclier, mon cœur martelant contre mes côtes. C'était le point de non-retour. C'était rendre la chose réelle. L'officier qui a pris ma déposition était un jeune homme avec une expression fatiguée et ennuyée, comme s'il entendait une autre histoire de querelle mesquine. Il tapait lentement avec 2 doigts, son regard fixé sur son écran d'ordinateur. Mais alors que j'étalais les documents sur son bureau, la lettre de la banque, l'accord hypothécaire falsifié, le relevé du retrait automatique, mon permis de conduire avec ma vraie signature de gauchère, son attitude a changé. L'ennui s'est évaporé, remplacé par un sérieux professionnel. Il a pris le document falsifié, l'a regardé, puis a regardé mon permis. C'est une sacrée bonne contrefaçon, a-t-il marmonné presque pour lui-même. Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, et ses yeux contenaient une lueur de sympathie. C'était votre sœur? Oui, ai-je dit, ma voix ne tremblant pas. Il a secoué la tête légèrement et est retourné taper, ses doigts bougeant beaucoup plus vite maintenant. Il m'a posé une série de questions sur un ton calme et procédural. Étais-je prête à témoigner? Oui. Leur ai-je donné la permission d'accéder à mes informations? Non. Voulais-je porter plainte? Oui. Quand il a eu fini, il m'a tendu un bout de papier avec un numéro de dossier dessus. Ce numéro ressemblait à un objet physique, un bouclier que je pouvais tenir. C'était officiel. C'était réel. J'avais dit la vérité à une figure d'autorité, et il m'avait cru. Je suis sorti du commissariat dans le soleil brillant du Texas, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les étapes suivantes ont été une rafale de mails et de lettres recommandées, tous gérés par le bureau de David. Il était mon pare-feu. Il a rédigé un affidavit de fraude formelle que j'ai signé et fait notarier. Il l'a envoyé avec le numéro du rapport de police au département juridique de la Liberty National Bank. Il a contacté les 3 principaux bureaux de crédit, Equifax, Experian et TransUnion, et a placé une alerte à la fraude sur mes comptes, contestant officiellement l'hypothèque frauduleuse qui était apparue sur mon rapport de crédit. Chaque action était un clic silencieux d'une serrure se mettant en place. Chaque étape était une brique que je posais, construisant un mur entre moi et le gâchis que ma famille avait créé. C'était un sentiment étrange. Toute ma vie, mon but avait été d'absorber leur chaos. Maintenant, mon but était de le contenir, de construire une forteresse juridique autour de moi qu'elle ne pouvait pas pénétrer. Je ne leur ai pas dit ce que je faisais. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique d'avertissement, pas de confrontation dramatique. J'avais déjà essayé de parler. J'avais été rejeté. Alors, maintenant je laissais le système parler. Je suis retourné au travail. Je suis entré dans mon bureau, je me suis excusé auprès de mon patron pour mon absence prolongée, et je lui ai raconté une version aseptisée de la vérité, que j'avais été victime d'un cas grave de vol d'identité que je résolvais maintenant avec une aide juridique. Il a été étonnamment compréhensif. Il a vu la nouvelle détermination dans mes yeux, l'absence de la victime que j'avais été, et il a juste hoché la tête et dit, « Bon retour. Fais-nous savoir ce dont tu as besoin. » M'immerger dans la logique et l'ordre des tableurs et des calendriers d'expédition était un baume pour mon âme. C'était un monde où les choses avaient du sens, où les actions avaient des conséquences prévisibles. Le silence de ma famille a duré 2 semaines. Puis le tremblement de terre que j'avais déclenché a envoyé sa première secousse puissante. J'ai reçu une lettre par la poste à nouveau de la Liberty National. Cette fois, l'enveloppe ne m'a pas rempli de terreur. Je l'ai ouverte d'une main ferme. C'était court et formel. Elle indiquait qu'en attendant le résultat de leur enquête interne et de l'enquête criminelle en cours, le compte hypothécaire à mon nom avait été officiellement gelé. Tous les retraits automatiques étaient suspendus en permanence. Ils m'informaient également que, conformément à leur protocole dans une affaire de fraude criminelle, le processus de saisie de la propriété avait été lancé. J'ai lu la lettre 3 fois, laissant les mots m'envahir. Suspendu, gelé. Saisi. L'hémorragie s'était arrêtée. Les 3800 $ qu'elles m'avaient volés seraient le dernier dollar qu'elles obtiendraient jamais. Une vague de soulagement si profonde qu'elle m'a donné le vertige m'a envahi. Ce n'était pas de la joie, pas encore.
C'était la sensation d'un poids lourd soulevé de ma poitrine, me permettant enfin de prendre une respiration pleine et profonde. Il a fallu une autre semaine pour que ma famille ressente la réplique. Le premier appel est venu de ma mère. Son nom a clignoté sur mon écran, et pendant un moment, la vieille peur conditionnée a fait se serrer mon estomac. La mémoire musculaire de la conformité était forte, mais j'ai pris une respiration, redressé mon dos et répondu. Ma voix calme et égale, « Allô ?» Sa voix ne l'était pas. C'était un hurlement aigu vibrant d'une rage que je n'avais jamais entendu d'elle auparavant. C'était le son d'un animal acculé. « Naomi Catherine Carter, qu'as-tu fait ?» Il n'y avait pas de préambule, pas de bonjour, juste de la fureur pure et non diluée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, gardant mon ton placide, un contrepoint délibéré à son hystérie. « La banque ? Nous avons reçu une lettre de la banque. Ils saisissent la maison de Lorraine. Ils disent que l'hypothèque fait l'objet d'une enquête pour fraude. Une enquête criminelle. Naomi, comment as-tu pu faire ça à ta sœur ? Tu ruines sa vie. » Le blâme, comme toujours, était pointé directement sur moi. Pas sur la personne qui avait commis le crime, mais sur la personne qui l'avait signalé. La dynamique familière était si prévisible, c'était presque réconfortant. J'étais le problème. J'étais celle qui causait le drame. « Laisse-moi reformuler ça pour toi, maman, » ai-je dit, ma voix dangereusement douce. La question n'est pas comment ai-je pu lui faire ça. C'est comment ai-je pu l'empêcher de continuer à me faire ça. Tu déchires cette famille, a-t-elle crié dans le téléphone. Sa voix se brisait maintenant, se brisant sous le poids de sa propre panique. Les conséquences étaient enfin réelles. Elle n'était plus un problème abstrait à résoudre pour la bonne et stable Naomi. Les conséquences étaient arrivées à sa porte dans une lettre recommandée. J'ai pensé à toutes les années passées à absorber leur chaos, à réparer leurs erreurs et à gérer leurs émotions. J'ai pensé aux nuits sans sommeil, à l'anxiété, aux ressentiments silencieux que j'avais avalés pour maintenir la paix. La paix n'était jamais réelle. C'était juste l'absence de leurs problèmes. Non, ai-je dit, et le seul mot était rempli d'une finalité qui l'a réduite au silence au milieu de sa diatribe. Tu l'as fait. Tu as déchiré cette famille il y a longtemps quand tu as décidé que j'étais un compte bancaire, pas une fille. Tu l'as déchiré quand tu as porté un toast à mon avenir alors que tu le détruisais activement. J'ai fait une pause, laissant la vérité de cette déclaration flotter dans l'air lourd entre nous. Je nettoie juste le gâchis, ai-je ajouté doucement. Et puis, avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse déclencher une autre vague de culpabilité ou de rage ou de larmes de crocodile, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie, j'ai appuyé sur l'icône rouge de mon écran. J'ai raccroché au nez de ma mère. Le silence qui a suivi était le son le plus doux et le plus profond que j'ai jamais entendu. C'était le son d'une porte de cage qui s'ouvrait. C'était le son de ma propre liberté. Les semaines qui ont suivi mon dernier appel téléphonique avec ma mère ont été un mélange étrange de silence troublant et de grondements lointains de chaos. Je n'ai rien entendu directement de ma famille. Plus d'appels en colère, plus de textos suppliants, plus de mails remplis de culpabilité fabriquée. C'était comme si j'avais cessé d'exister dans leur monde. Et d'une certaine manière, c'était le cas. La Naomi qu'elle connaissait, la réparatrice complaisante et infiniment indulgente qui absorberait toujours leur dysfonctionnement était partie. Je m'étais excommunié en refusant d'être leur victime, et sans mon rôle désigné, elle n'avait aucune utilité pour moi. Le silence était une confirmation de ce que j'avais appris. Ma présence dans la famille était conditionnelle à mon utilité. Les nouvelles des retombées me parvenaient par fragments. À travers le moulin à rumeurs de la petite ville qui relie inévitablement toutes les banlieues. Une vieille connaissance du lycée, une femme nommée Sarah, à qui je n'avais pas parlé depuis des années mais avec qui j'étais connecté sur les réseaux sociaux, m'a envoyé un message hésitant. Et Naomi, question bizarre. Et sens-toi libre de me dire de dégager. Mais est-ce que tout va bien avec ta sœur ? J'habite à quelques rues de chez elle et il y a un avis de saisie sur sa porte d'entrée. J'espère que vous allez tous bien. Mes doigts ont plané sur le clavier. L'ancienne moi aurait ressenti une vague de honte, un besoin désespéré de protéger l'image de la famille. L'ancienne moi aurait menti, élaborant une histoire vague sur une perte d'emploi ou un revers temporaire. La nouvelle moi ressentait un détachement calme. J'ai tapé une réponse simple et honnête. C'est une situation compliquée. Merci de ton inquiétude.
Je n'avais pas besoin d'expliquer ou de défendre. La vérité a une façon de s'infiltrer, surtout quand elle implique quelque chose d'aussi visible qu'une maison de 4 chambres dans un quartier soigné où les apparences sont tout. 2 mois après avoir déposé le rapport de police, la maison de mensonges s'est complètement effondrée. La saisie a été finalisée. La vie de rêve de Lorraine, financée par mon avenir volé, était officiellement terminée. J'ai vu les photos en ligne. Un jour, son adresse était une annonce îlot joyeuse avec des photos ensoleillées de ses meubles parfaitement mis en scène. Le lendemain, c'était une annonce de propriété sombre appartenant à la banque. Les photos montraient des pièces vides et résonnantes. Les comptoirs en granit où elle avait diverti ses amis semblaient froids et stériles. Le salon spacieux, où mes parents avaient probablement rayonné de fierté, n'était qu'une boîte beige creuse. Le rêve avait été repris. Les mêmes voisins qui admiraient le succès apparemment sans effort de Lorraine et son tout nouveau SUV regardaient maintenant un camion de déménagement bon marché s'arrêter devant son trottoir. Il n'y a pas eu de grande sortie, juste une retraite silencieuse et honteuse au milieu d'un mardi. Sarah m'a envoyé un nouveau message. OMG, ta sœur déménage. Tout le quartier regarde. Les gens parlent. Les murmures ont commencé comme des spéculations. Problème financier, disaient certains. Puis, à mesure que les détails de l'enquête pour fraude commençaient à fuiter, les murmures se sont transformés en une histoire plus définie, plus scandaleuse. Une dispute familiale, murmuraient d'autres. Enfin, la vérité laide à commencer à prendre forme. Documents falsifiés, une réclamation pour vol d'identité, une enquête criminelle. L'histoire était trop juteuse, trop dramatique pour rester cachée longtemps. Lorraine, l'enfant doré qui avait toujours flotté dans la vie sur un nuage de charme et de privilèges, était maintenant le sujet des ragots du quartier. Son image parfaite était brisée. Puis mon père a appelé. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis avant l'arrivée de la lettre. Il n'a pas crié comme ma mère. Son approche était différente, plus insidieuse. Il a essayé de paraître noble comme le patriarche calme et rationnel essayant de réparer sa famille brisée. Naomi, a-t-il commencé, sa voix basse et raisonnable, le ton qu'il utilisait toujours quand il était sur le point d'expliquer pourquoi j'avais tort sur quelque chose. Tout cela est allé trop loin. Ta mère est une épave. Elle ne peut pas dormir. Et ta sœur est dévastée. Sa vie est ruinée. J'ai attendu, ne disant rien. Je refusais de remplir le silence pour lui faciliter la tâche. Nous pouvons régler ça en privé, a-t-il continué, sa voix prenant un ton d'autorité magnanime, comme s'il m'offrait un accord généreux. Tu peux retirer le rapport de police. Il n'est pas trop tard. Tu peux dire à la banque que c'était un malentendu. Nous pouvons élaborer un plan de paiement, tous ensemble. Il n'est pas nécessaire d'impliquer des étrangers dans nos affaires de famille. Étrangers, le mot était si révélateur. La police, les avocats, les banquiers, c'étaient les étrangers. Ils ne pouvaient toujours pas le voir. Ils ne pouvaient pas comprendre que lui, ma mère et ma sœur étaient ceux qui avaient fait de moi une étrangère dans ma propre famille. Ils avaient tracé un cercle serré autour d'eux trois, et leurs actions m'avaient placé fermement de l'autre côté. Il n'y a plus de nous, papa, ai-je répondu. Ma voix aussi calme et stable qu'un lac gelé. Et cela a cessé d'être une affaire de famille au moment où vous avez décidé de commettre un crime en utilisant mon nom. N'utilise pas ce mot, a-t-il dit, sa voix montant en frustration, la façade calme commençant à se fissurer. Ce n'était pas comme ça, tu sais. Ce n'était pas le cas. Nous essayons d'aider ta sœur. Nous essayons de maintenir cette famille ensemble. Vous ne l'aidiez pas, ai-je dit, la vérité nette et propre à mes propres oreilles. Vous l'encouragiez. Vous l'avez fait toute sa vie et vous me sacrifiez pour le faire. Vous avez cessé d'être des initiés quand vous avez signé mon nom sur ce document. C'est là que vous êtes devenus des étrangers à ma vie. Il est resté silencieux pendant un long moment. Clairement non préparé à mon refus de plier, à mon refus d'accepter son récit. Tu es froide, Naomi, a-t-il finalement dit, sa dernière tentative désespérée de manipulation émotionnelle. Ce n'est pas toi. Tu as toujours été la compatissante. Tu as raison, ai-je dit. Et j'ai ressenti un étrange sentiment de paix dans l'aveu. Ce n'est pas moi. Plus maintenant. L'ancienne moi, la compatissante sur qui vous pouviez toujours compter pour nettoyer vos dégâts, est partie. Vous vous en êtes débarrassé.
J'ai mis fin à l'appel. Il n'y avait plus rien à dire. Sa tentative de régler ça en privé ne visait pas à protéger la famille. C'était pour protéger leur réputation. C'était du contrôle des dégâts, mais les dégâts étaient faits et la vérité était sortie. Le dernier clou dans le cercueil de leur image publique est arrivé une semaine plus tard. Le journal local, un petit hebdomadaire communautaire qui couvrait généralement les réunions de la mairie et les matchs de football du lycée, a publié un court article dans la section Affaires. C'était une histoire d'intérêt général, une interview avec un planificateur financier sur les cas croissants de fraude financière au sein des familles. Il parlait des dangers de partager des informations personnelles et des ramifications juridiques de la falsification de documents pour des prêts. Ils n'ont pas imprimé nos noms. Ils n'avaient pas à le faire, mais ils ont mentionné un cas local notable récent impliquant une importante hypothèque dans la banlieue nord d'Austin qui s'était terminée par une saisie et une enquête criminelle. Tout le monde dans notre ville, tous ceux qui connaissaient les Carter et leurs deux fils savaient exactement de qui parlait cette histoire. La honte n'était plus une affaire privée, chuchotée entre voisins. C'était une connaissance publique imprimée en noir et blanc. Leur image soigneusement construite de la famille parfaite et prospère s'était effondrée en poussière, et je n'avais pas élevé la voix une seule fois. J'avais simplement dit la vérité calmement et officiellement, et laissé les conséquences se dérouler comme un tremblement de terre lent et imparable. Une année peut tout changer. 12 mois après mon dernier appel téléphonique glaçant avec mon père, la poussière juridique était enfin retombée. L'enquête criminelle s'était conclue, trouvant Lorraine entièrement responsable de la fraude. Mon avocat, David, m'avait expliqué mes options. Je pouvais faire pression pour les peines les plus sévères possibles, ce qui pourrait inclure une peine de prison. L'idée était tentante pendant un moment fugace et vengeur. Je l'imaginais dans une combinaison de prison, affrontant enfin une conséquence dont elle ne pouvait pas se sortir par son charme. Mais au bout du compte, j'ai trouvé que je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste que ce soit fini. Je voulais la paix. J'ai informé le procureur que je ne souhaitais pas voir ma sœur incarcérée. En fin de compte, elle a reçu une condamnation pour crime qui la suivrait pour le reste de sa vie, une ordonnance judiciaire de restitution dont je savais que je ne verrais jamais un centime, et une peine de probation de 5 ans. Sa réputation financière était complètement détruite. La banque, dans une lettre formelle, m'a officiellement libéré de toute responsabilité pour l'hypothèque frauduleuse. Mon nom était enfin légalement le mien à nouveau. Les bureaux de crédit, après des mois de travail minutieux, ont effacé l'activité frauduleuse de mes rapports. Sur le papier, c'était comme si cela n'était jamais arrivé. Mais c'était arrivé, et cela m'avait changé d'une manière qui ne pourrait jamais être effacée. L'ancienne Naomi, celle qui cherchait constamment l'approbation et se pliait en quatre pour maintenir une fausse paix, était partie pour de bon. Elle ressemblait à une personne que je connaissais autrefois, une fille naïve pour qui j'éprouvais un peu de pitié. À sa place se trouvait quelqu'un de plus calme, de plus fort et de beaucoup plus perspicace sur qui elle laissait entrer dans sa vie. J'avais passé l'année à guérir. Pas à pardonner, pas encore, mais à guérir. Je suis allé en thérapie où j'ai appris à déballer une vie de conditionnement. J'ai appris que le devoir et l'amour ne sont pas la même chose. J'ai appris à fixer des limites qui n'étaient pas des murs de colère, mais des clôtures de respect de soi. J'ai renoué avec mes vrais amis, ceux qui avaient écouté mon histoire avec horreur et m'avaient soutenu sans poser de questions. J'ai travaillé dur en prenant des projets supplémentaires. Et avec une férocité que je ne me savais pas posséder, j'ai reconstruit mon compte d'épargne, celui qui avait été destiné à un condo. Et puis un samedi après-midi ensoleillé de la fin de l'automne, j'ai fait quelque chose juste pour moi. J'ai acheté ma propre maison. Elle ne ressemblait en rien à la maison tentaculaire et ostentatoire que Lorraine avait essayé de voler. Il n'y avait pas de comptoir en granit ni de dressing. C'était un petit bungalow de 2 chambres dans une rue calme bordée d'arbres, construit dans les années 1950. Il avait des planchers en bois d'origine qui craquaient de manière réconfortante et un grand chêne mature dans la cour avant qui me rappelait celui de son ancienne maison. Seulement celui-ci était le mien. Il avait un petit porche grillagé parfait pour une chaise berçante et une tasse de café par une soirée chaude. C'était modeste. C'était gérable. C'était paisible. Le jour de la clôture, j'étais assise dans le bureau d'un autre avocat, pas celui de David, mais un avocat immobilier. La pièce était lumineuse et impersonnelle, remplie de piles de papier, chacune nécessitant ma signature. J'ai pris le stylo, un simple stylo à billes bleues, et ma main était parfaitement stable.
Alors que je signais mon nom encore et encore et encore, chaque trait d'encre sur le papier ressemblait à un acte profond de récupération. Naomi K. Carter, c'était mon nom sur mes documents pour ma maison. Il n'y avait pas de signature falsifiée, pas de ficelle cachée, pas de dettes écrasantes secrètes. Chaque signature donnait l'impression que j'écrasais la frauduleuse, effaçant son pouvoir avec ma propre marque authentique. Quand j'ai eu fini, l'avocat a souri et a glissé une petite enveloppe simple sur la table. À l'intérieur se trouvaient les clés. C'étaient de simples clés en laiton sur un anneau argenté ordinaire, mais elles semblaient aussi lourdes et significatives qu'une couronne. Je suis sorti au soleil, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à ma maison, mon foyer. Je suis resté longtemps sur le petit porche en béton avant de mettre la clé dans la serrure. Le clic du barillet tournant était le son le plus satisfaisant au monde. À l'intérieur, la maison était vide. Les pièces résonnaient à chacun de mes pas sur les planchers en bois. Mais ce n'était pas un sentiment vide et solitaire. C'était le vide d'une toile vierge. C'était le calme de la possibilité. C'était un avenir que je construirais moi-même selon mes propres termes. J'ai traversé le salon jusqu'à la petite cuisine avec ses comptoirs carrelés jaunes rétro et j'ai regardé par la fenêtre mon jardin. Un vrai jardin avec un petit carré d'herbe et un endroit pour un potager. Je me suis appuyé contre le comptoir et je n'ai pas souri. Pas un grand sourire performatif. C'était juste un petit soulèvement silencieux des coins de ma bouche. C'était le sentiment de paix s'installant dans mes os. Je reçois encore des emails de ma mère parfois. Ils arrivent tous les quelques mois, généralement autour des vacances ou de mon anniversaire. Leur arrivée est un fantôme prévisible et indésirable. Ils sont toujours les mêmes, un mélange mielleux de fausse nostalgie et de culpabilité passive-agressive. Le dernier est arrivé il y a une semaine. Très chère Naomi, je regardais de vieux albums photos aujourd'hui et j'ai trouvé une photo de toi et Lorraine construisant un bonhomme de neige. Vous deux étiez toujours si proches. Mon cœur souffre de ce qui a été perdu. Nous faisons tous des erreurs. La famille est pour toujours. Ta sœur ne te manque-t-elle pas? Je l'ai vue l'autre jour et elle a l'air si mince. Je m'inquiète pour elle constamment. J'espère que tu vas bien. Amour, maman. Elle ne mentionne jamais le crime d'1 demi-million de dollars. Elle ne s'excuse jamais dans sa version soigneusement organisée de l'histoire. Mon refus d'être une victime silencieuse est toujours la grande tragédie familiale. Un acte déroutant de cruauté de ma part. Je lis l'email et je ne ressens rien. Pas de colère, pas de tristesse. Juste une pitié clinique distante pour une femme si piégée dans son propre récit qu'elle ne pourra jamais voir la vérité. Puis j'appuie sur supprimer. Je ne réponds jamais parce que j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. Le pardon ne signifie pas retourner au feu juste parce que vous ne brûlez plus. Le pardon pour moi est l'acte silencieux de fermer la porte, de la verrouiller et de s'éloigner. C'est choisir ma propre maison calme, grinçante et paisible plutôt que leur grand château chaotique et en train de s'effondrer. Je m'appelle Naomi Carter, et cette maison, ce calme, cette vie, tout est à moi, et c'est plus que suffisant. La famille peut partager votre sang et drainer quand même votre vie. Ils peuvent vous dire que c'est de l'amour pendant qu'ils vous tendent la facture de leur bonheur. Mais votre nom, votre avenir et votre paix ne sont pas des dettes que vous devez à qui que ce soit, peu importe qui ils sont. Parfois, la forme la plus puissante d'amour est l'amour de soi. Parfois, l'amour signifie s'éloigner avec votre nom toujours à vous. Si vous avez déjà été traité comme un portefeuille au lieu d'une personne. Si vous avez déjà dû choisir entre votre propre bien-être et les attentes de quelqu'un d'autre, alors vous connaissez ce combat. Appuyez sur s'abonner et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Parce que la paix n'est pas gratuite. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne. Ça se mérite. Une vérité, une signature, un au revoir à la fois.